Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Christiane Taubira tente d'éteindre la polémique autour des mères porteuses. Sa circulaire met le feu aux poudres en plein débat sur le mariage gay. La reconquête de Kidal après Gao et Tombouctou relance les perspectives politiques du règlement du conflit au Mali. Question délicate posée dans ce journal. Combien d'islamistes sont morts lors des raids des chasseurs français? Les acteurs français sont-ils trop payés? Les films trop chers pour l'économie du cinéma français? La question abordée aujourd'hui au Sénat et dans le 19h. Avec nous sur ce plateau, Vincent Pérez, le producteur Thomas Langman, le réalisateur oscarisé Michel Hazanavicius et puis l'agent de Star Elisabeth Tanner. Et puis également avec nous ce soir, le leader CFDT de Florange, Édouard Martin, à l'occasion de la projection d'un documentaire sur Public Sénat, un documentaire sur la fermeture de l'usine ArcelorMittal. Christiane Taubira a donc lancé le débat sur le mariage pour tous, mais aussi une belle polémique. La ministre de la Justice a de nouveau été conspuée aujourd'hui par l'UMP pour avoir signé, il y a quelques jours, une circulaire favorisant l'accès à la nationalité des enfants nés à l'étranger de mères porteuses. Christiane Taubira a dû réaffirmer à plusieurs reprises aujourd'hui que le gouvernement était resté opposé à la gestation pour autrui. Je rappelle que parmi les principes d'ordre public du droit français se trouve le principe d'indisponibilité du corps humain. Il est inscrit à l'article 16 du Code civil. Monsieur Gosselin. Et vous me fournissez l'occasion de réaffirmer formellement ici que ce gouvernement s'est déjà prononcé et confirme qu'il est absolument opposé à la GPA et qu'il ne l'ouvrira pas. Ce recours aux mères porteuses avait été une option étudiée avec soin il y a tout juste 5 ans au Sénat, où l'on trouve des élus favorables sur tous les bancs politiques d'ailleurs. Des garde-fous sont mis en avant pour éviter toute commercialisation du corps des femmes. Explication de Fabrice Cunet. Le Sénat s'est penché sur la question de la gestation pour autrui en 2008. À l'image de ce déplacement à Londres, les sénateurs de toute tendance politique ont mené une vaste enquête. Alain Milon en était alors le co-rapporteur. Des mois de travaux pour finalement obtenir un consensus. Après les auditions, après un voyage en Angleterre, nous sommes arrivés à la même conclusion, au même rapport, la nécessité d'envisager la mise en place d'une loi sur la gestation pour autrui sur le territoire national, afin de protéger et les parents biologiques et les mères porteuses de dérives que l'on rencontre en particulier, surtout en Europe de l'Est. Michel André présidait cette mission. À l'époque, Assemblée nationale et gouvernement rejetteront la proposition de loi. 5 ans plus tard, les peurs et les réticences sont toujours présentes. Mais pour elle, le débat sur la GPA est inévitable. C'est un débat où il y a de l'éthique, où on parle d'argent, où on parle de sexualité, ou plutôt de son absence, puisqu'on peut concevoir un enfant sans avoir de relation charnelle avec un autre, ce qui est quand même ça la vraie révolution. C'est un sujet sensible, mais ce n'est pas un sujet clivant, droite-gauche. Voilà, c'est tout, il faut le remettre à sa place. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet qui demande une réflexion qu'on n'a pas toujours le temps de faire. Mais je pense que c'est un sujet sur lequel il faut se pencher. Le gouvernement n'a pas cessé de le répéter. La circulaire Taubira ne cache pas une prochaine loi sur la GPA. Au Sénat, et loin des clivages politiques, certains le regrettent. Avec les mères porteuses, le droit de vote des étrangers aux élections locales est le second sujet de société à avoir ressurgi dans l'actualité. Cette fois, la surprise, y compris pour les socialistes, est venue du Premier ministre. Présence au bureau national du PS hier. Attention portée aux écologistes et aux parlementaires qu'il a reçus aujourd'hui. Jean-Marc Ayrault est à l'initiative pour ressouder sa majorité à l'approche de textes importants. Mathilde Bélanger. 2013, nouvelle année pour le gouvernement Ayrault et nouvelle ère dans ses relations avec la majorité. Fini les fâcheries avec les élus communistes et écologistes. Désormais, le Premier ministre mise sur le dialogue et multiplie les rencontres avec les parlementaires, une main tendue appréciée de ces derniers.
Nous avons eu l'occasion aussi également de nous interroger sur la réalité de la place pour les politiques écologistes au sein du gouvernement. Donc les discussions ont parfois même été vives et incontestablement depuis la fin décembre, il y a un renouveau de la qualité déjà globale entre le gouvernement et le Parlement et incontestablement aussi entre le gouvernement et les écologistes. Un changement de climat qui coïncide avec l'arrivée de nouveaux gros dossiers sur la table. Mariage pour tous, réforme territoriale ou encore accord sur le travail. Le gouvernement veut s'assurer des soutiens solides, mais surtout compter ses troupes. Tout ça est très cordial, tout ça a été très sympathique, mais pour l'heure, nous n'en sommes pas encore à travailler en amont des projets de loi. On vient souvent nous consulter pour savoir quels seront nos votes sur tel ou tel texte, mais on ne vient pas nous voir pour travailler avec nous. Hier, Jean-Marc Ayrault a annoncé une série de consultations sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Il rencontrera dans les prochaines semaines tous les groupes parlementaires sur ce sujet. L'armée française bloquée ce soir par une tempête de sable à l'aéroport de Kidal, la troisième grande ville du nord du Mali qui a été reprise la nuit dernière. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a précisé que l'offensive allait se poursuivre. Des renforts de militaires sont même annoncés, de militaires français. Son collègue Laurent Fabius a lui expliqué que le nombre de victimes faites parmi les djihadistes était calculé en fonction du nombre de 4x4 retrouvés calcinés. Mais le ministre des Affaires étrangères n'a pas avancé de chiffres. Enquête de Faustine Saint-Geniès. Une guerre sans images et sans cadavres. Pourtant, selon les services de renseignement, plusieurs centaines de djihadistes ont été tués. Un bilan imprécis, impossible pour les journalistes sur place de le vérifier. Ils n'ont pas accès au combat et l'armée délivre des informations au compte-gouttes. Ils n'ont pas de moyens directs de se faire une idée des combats qui ont pu avoir lieu pour la prise de la ville. Et donc les bilans, c'est très hasardeux d'en faire 3 jours après, sur la base de témoignages, etc. C'est très difficile. Pour certains, dans ce conflit à huis clos, il faudra surtout attendre de restaurer les institutions locales pour établir un bilan. C'est lié au fait que l'État malien avait perdu tout contrôle depuis des mois, dans la durée. On arrivera à établir ce que sont le nombre de victimes et, de façon plus problématique, qui les a tués. Le bilan provisoire des services secrets, quelques centaines de morts, paraît bien dérisoire, alors qu'avant le début de l'opération Serval, il dénombrait environ 2500 islamistes répartis dans la région. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, invite les femmes à ne pas céder à la panique après le retrait du médicament Diane 35. L'agence du médicament a décidé la suspension de ce traitement contre l'acné, mais utilisé comme contraceptif. Plus de 300 000 Françaises sont concernées. Elles sont invitées à ne pas arrêter brutalement de prendre le Diane 35, impliqué, vous le savez, dans des thromboses et auquel 4 décès sont imputés en 25 ans. Le laboratoire qui le produit, le laboratoire Bayer, se dit ce soir surpris en rappelant que Diane 35 est commercialisé sans problème dans 116 pays. Le financement du cinéma en débat au Sénat lors d'une table ronde organisée par la Commission de la Culture. La tribune du producteur Vincent Maraval dans Le Monde en décembre dernier a soulevé une belle polémique. Les acteurs français sont-ils trop bien payés? Ont-ils trop d'importance dans un système d'aide que certains jugent dévoyé? Avant de recevoir nos invités, dignes d'une belle soirée des Césars et même des Oscars, quelques éléments du dossier avec Cécile Sixou. Une exception française, le Centre national du cinéma. Avec son modèle de financement autonome, le CNC ne fonctionne effectivement pas comme les autres institutions publiques. Ses ressources, il les ponctionne directement à la source, sans passer par la case État. Il y a 3 taxes. Une taxe sur les billets de cinéma, qui est la taxe historique, peut-être la plus connue du grand public. C'est la fameuse TSA de 10,72% sur le prix d'entrée. Il y a une taxe sur les services de télévision, tant éditeurs que distributeurs. Et enfin une taxe sur les distributeurs de DVD et de VOD. Mais depuis 4 ans, ces recettes ont explosé de presque 50%, grâce notamment à la taxe sur la VOD qui connaît un grand succès. Le CNC serait donc devenu un nouvel îlot de croissance au milieu de la crise. Ce sont des recettes en quelque sorte injustifiées parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Elles ne sont pas alignées sur les besoins, si vous voulez. Il faudrait que ce soit un budget qui dépend de l'État, ce qui priverait le CNC de son autonomie, mais ce qui correspondrait beaucoup plus aux normes fiscales françaises. Une mesure que le ministère n'est pas encore prêt à mettre en œuvre, de peur certainement de se mettre à dos la grande famille du cinéma français.
Nos invités, donc Vincent Pérez, bonsoir. Le producteur Thomas Langmann, qui est également vice-président de l'Union des producteurs français. On vous doit quelques très grandes productions françaises, évidemment. Avec nous également le réalisateur Michel Hazanavicius, bonsoir. On vous doit The Artist. Vous êtes le président de la Société des auteurs, réalisateurs, producteurs. Vous avez donc plusieurs casquettes et c'est intéressant, évidemment, dans le dossier qui nous occupe ce soir. Avec nous également Elisabeth Tanner, bonsoir. Vous êtes la présidente du syndicat des agents artistiques et puis vous êtes agent à Art Média. Vous avez de grandes stars dans votre catalogue que vous mettez à la disposition des producteurs. Est-ce que je peux résumer ce que vous avez appelé le Maraval Gate, Thomas Langmann, par cette question? Le cinéma a besoin de stars, mais est-ce que les stars dévorent le cinéma français? Est-ce que les stars dévorent le cinéma français? Oui, avec leurs prétentions exorbitantes en matière de cachet. Non, je pense que toute cette polémique, comme on l'a répété et dit encore aujourd'hui devant les membres de la commission au Sénat, en tout cas devant les sénateurs, il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Effectivement, le cinéma est peut-être victime d'une chose, c'est de son succès. Par contre, je ne suis pas d'accord avec les propos que j'ai entendus de la part d'un sénateur dans votre sujet. Les ressources du CNC auxquelles il faisait allusion, qui sont donc un prélèvement sur chaque ticket de cinéma qui est fait sur tous les films, parce que les gens pensent que c'est seulement sur les films américains. C'est sur tous les films. Mais c'est redistribué au cinéma français. À condition qu'ils produisent de nouveaux films. Mais s'il n'y avait pas cette taxe, c'est pas de l'argent qui pourrait aller à d'autres dépenses, c'est de l'argent qui resterait chez les distributeurs. Puisque c'est les distributeurs qui acceptent pour le bien, enfin on l'impose aux Américains et nous on pense que c'est bien pour nous parce que ça nous permet de faire d'autres films. Mais déjà il faudrait commencer par revenir sur cette aberration d'avoir augmenté la TVA sur les places de cinéma et qui fait qu'il y a une différence maintenant entre les produits culturels et que le cinéma vis-à-vis de la TVA n'est plus un produit culturel. Et là, on parle d'une taxe, effectivement. On paye près de 11% de taxes sur chaque billet, chaque fois qu'on va au cinéma. Cet argent est récupéré par le CNC. A priori, sans limitation. Alors, les sénateurs de la Commission des finances disent que ça revient à prélever un impôt sans contrôle, sans limitation. Mais absolument pas. Le prix du billet, d'abord, il augmente et il augmente encore avec cette histoire de TVA, coûterait de toute façon ce prix-là. Simplement, du coup, les exploitants et les distributeurs gagneraient plus. C'est une épargne forcée. Une épargne forcée. En tout cas, c'est pas de l'argent public. Donc c'est bien le cinéma, c'est bien des gens qui décident d'eux-mêmes d'aller au cinéma et grâce au fait qu'ils aillent au cinéma, il y a un prélèvement qui est fait dessus. Vous êtes deux producteurs, ici je le disais, vous avez quand même pour mission première un petit peu de verrouiller les comptes. Vous devriez effectivement souscrire à ce débat. La question posée, c'est est-ce que le cinéma français est trop cher? Et il y a eu des éléments de comparaison donnés par Vincent Maraval avec certains films d'auteurs américains, et même certains films de studios américains qui coûtent moins cher que certains films français, et les films français qui font beaucoup moins d'entrées. Notre rôle premier, c'est pas de verrouiller les comptes, c'est de faire des beaux films. En regardant quand même un petit peu les dépenses. Moi, personnellement, c'est de faire des beaux films. Et les dépenses, elles doivent être en rapport avec le type de film qu'on fait. Donc je crois qu'il y a une certaine sagesse à remettre le débat, disons, dans quelque chose de plus large. On ne parle pas que de rentabilité et on ne parle pas que de salaire, etc. quand on veut faire un film. Le cinéma, c'est une industrie, certes, c'est aussi de la culture, ça peut être de l'art, et je crois qu'il faut il faut garder tout ça en tête. Est-ce que les acteurs, comparer le système français avec le système américain, il faut le faire avec beaucoup de précautions, c'est-à-dire que comparer les blockbusters français avec le cinéma indépendant américain, comparer Danny Boone, si vous voulez comparer Danny Boone, le salaire de Danny Boone avec un salaire d'acteur américain, il ne faut pas prendre Joaquin Phoenix, il faut prendre Tom Cruise ou Tom Hanks, c'est-à-dire dans un marché équivalent, il faut prendre celui qui a la place équivalente. Donc le cinéma coûte parfois trop cher, parfois pas assez. Je peux vous dire, par exemple, pour tous les réalisateurs, ils vous diront tous que ils ont besoin d'argent, plus d'argent pour faire les films. Donc je crois qu'il faut relativiser. Mais à cause des acteurs, peut-être à cause des acteurs qui prennent une trop grande part. C'est bien le débat. Non, c'est pas les... On va demander l'avis à Vincent Pérez. Est-ce qu'il a l'impression d'être un privilégié dans ce système? On ne peut pas détailler tout le mécanisme, c'est assez complexe, entre évidemment les financements publics, privés, les obligations de l'exception culturelle française et les avantages.
Vous avez quand vous créez une société ou un produit qui fonctionne bien, c'est normal qu'il y ait un retour. En fait, je pense que des personnes qui ont été citées comme les Danny Boone ou comme les Jean Dujardin sont actuellement les acteurs les plus en vogue et donc du coup provoquent et ils ont contribué à un chiffre d'affaires important pour les films dans lesquels ils sont. C'est-à-dire on peut donner le chiffre du Jardin pour les artistes, il est pas si phénoménal par rapport aux sommes qui ont été annoncées. C'est à moi qu'il faut demander sur du Jardin. Ah, dites-le. Non, il a touché 300 000 euros. 300 000 euros. Mais on est loin du million ou 2 ou 3 millions qui sont évoqués parfois. Mais en même temps, peu importe, chaque film est un cas d'espèce, chaque film est un prototype. Si à un moment donné, je veux dire, il n'y a pas de scandale dans le sens où ce n'est pas de l'argent public et où il y a un accord qui est fait entre des financiers et un artiste, c'est un contrat qui est passé. Je veux dire, personne ne force Danny Boone. Vous dites, c'est pas l'argent public, mais il y a quand même les chaînes de télévision qui jouent un rôle considérable dans notre pays, et notamment les chaînes très rapidement, du service public. Il y a de l'argent public dans le cinéma, certes, ça représente à peu près 10%. L'argent du CNC aussi, ça représente à peu près 10% de tous les. C'est 1,3 milliard d'investissements annuels. Il y a à peu près 100 millions d'argent public. Il faut savoir que cet argent public, par exemple pour les régions, c'est un investissement gagnant. Pour les chaînes de télé, c'est souvent un investissement gagnant. Et voilà. Alors effectivement, après il y a des niches fiscales. Il y a beaucoup d'argent. Donc c'est complètement faux de penser, si on prend l'exemple de Diartis que j'ai produit avec Michel, qu'on a produit ensemble et qu'il a réalisé et écrit. D'abord, Bérénice Bejo, Michel et Jean Dujardin ont tous les trois diminué énormément leur salaire. Et c'est entièrement, à l'exception peut-être de France Télévisions, qui a mis 1 million d'euros sur un budget d'à peu près 15, tout le reste, c'est de l'argent privé. Que France Télévisions avait exigé la présence de ces vedettes, notamment de Jean Dujardin, par exemple. C'est ça qu'on dit que les chaînes sont à l'origine, justement, de cette place prépondérante qui est accordée aux acteurs et donc leur pouvoir incroyable sur les budgets. Moi, je peux vous dire que, excusez-moi, comme témoignage, je peux vous dire que France 3, à l'époque où ils ont décidé d'investir, on leur a dit, je leur ai dit, Jean Dujardin n'est pas signé, ils m'ont dit, mais il n'y a aucun problème. Ah, d'accord. On a signé pour un scénario et un réalisateur. Et vous n'êtes pas assez idiot pour prendre un acteur crétin pour faire le rôle. Elisabeth Tanner, j'ai noté que vous aviez mis en avant une notion très intéressante à propos des films. Je ne sais pas ce qu'en pensent les producteurs et le comédien ici présent, c'est la notion de marque. En fait, vous considérez qu'un acteur donne sa plus-value à un film, il lui donne le statut de marque. Après, pour être présent dans les médias avant son lancement. Donc tout ça, ça mérite un gros chiffre sur le chèque. Alors, tout d'abord, je voudrais juste dire une chose, c'est que je trouve que la question est très mal posée dans la mesure où je ne pense pas que sur un film, ce soit le salaire des talents qui pèse à ce point-là sur l'économie globale des films. Sur la concertation qui fait qu'à un moment donné, on négocie sur un acteur, c'est d'abord, avant toute chose, qu'un metteur en scène a choisi un acteur. Et que cet acteur, il va le choisir en cohérence par rapport à son projet. C'est vraiment lui qui choisit ? Ah oui, il choisit son... On dit qu'on lui impose. Non, c'est pas au même endroit. Pour la marque du film. Ce n'est pas au même endroit. Mais même si les chaînes réclament Danny Boone, elles réclament Danny Boone, mais elles ne demandent pas ce qu'on le paye 3 millions ou 2 millions. Voilà. Et puis mais à partir du moment où on est demandé, c'est la loi de l'offre et de la demande. À partir du moment où on est sollicité, on peut faire monter les tarifs. C'est le star system. Mais comme partout, mais un tel acteur va choisir aussi parmi les films. Dans la télévision, vous avez la même chose et vous avez beaucoup de présentateurs qui gagnent bien plus que vous. Ah, c'est vrai, je vous le confirme. Bon, eh bien, c'est pareil dans le sport, c'est pareil partout. Surtout, il y a autant d'économies de films qu'il y a de films. Donc, je veux dire, il faut arrêter de penser que c'est comme ci et c'est comme ça. Vous n'avez pas terminé votre démonstration. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une négociation et chaque film a sa cohérence. Et à chaque fois, on le répète tous, autant qu'on est, chaque film est un prototype. Vous avez des films qui, par les besoins de financement qu'ils ont, ne nécessitent pas forcément une tête d'affiche. Sinon, spontanément, quand vous avez un metteur en scène qui veut faire un film et qui est, disons, on va dire au-delà de 3 à 4 millions d'euros, à partir de là se pose le problème du casting qui va permettre de lever du financement. Alors il n'y a pas que le casting, c'est la cohérence du projet, c'est le metteur en scène, c'est l'acteur, c'est le scénario. Parce que là il y a des exemples peut-être un peu désobligeants, mais on a cité par exemple certains acteurs qui touchent des sommes folles et qui n'enregistrent que des échecs. Par exemple Daniel Auteuil, ses derniers films ont été des flops et il prend toujours des cachets énormes. Mais la rentabilité d'un film ne se voit pas uniquement sur la salle. Le financement est en amont. Vous avez la télévision qui va acheter 1 ou 2 passages pour rentrer dans le film sur tel ou tel acteur. Et on espère que la rentabilité, on la calculera probablement 2 ans après, au minimum,
sur l'ensemble des exploitations, et même éventuellement, voire plus, puisque le producteur est détenteur des droits sur une durée beaucoup plus importante que ça, et on ne peut pas deviner. Quand vous achetez un plusieurs footballeur, passages. vous ne savez pas à l'avance s'il va marquer des buts. Donc malgré tout, vous l'achetez parce qu'il a un passé, il a fait des exploits et vous espérez qu'il va en refaire. Et d'ailleurs, très souvent, ils sont même intéressés en fonction des buts qu'ils marquent, même d'ailleurs en équipe de France, et on en a parlé. Dans le cinéma, si vous prenez l'exemple de Daniel Auteuil, quand vous engagez Daniel Auteuil, vous avez quand même la certitude que vous engagez un grand acteur. Donc tout le monde sait que Daniel Auteuil va interpréter le personnage plutôt très bien. Donc après, la règle dans le cinéma, les succès, c'est des accidents, et la règle, c'est plutôt les échecs. Mais grâce à certains succès, on finance un certain nombre de films. Donc c'est grâce parfois à un film qu'on peut se permettre de financer 5 films qui marchent moins bien. Est-il vrai que le cinéma français, tel qu'il est organisé aujourd'hui, est pénalisé par les cachets des stars à tel point que l'argent que vous mettez dans vos films ne se voit pas forcément à l'image? C'est aussi une des critiques qui est formulée. Contrairement aux films américains. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense un truc là tout de suite, et après je répondrai à votre question, mais je suis très très mal à l'aise avec le ton que vous employez et la manière dont vous parlez, en l'occurrence de Daniel Auteuil, c'est-à-dire que... Non, mais il était cité par Maraval. C'est Maraval qui a sa tribune béton, là. Je voudrais juste finir. Vous relayez l'information, vous êtes au Sénat, vous relayez l'information, et vous parlez de Daniel Auteuil comme vous parlerez d'un pot de yaourt. Daniel Auteuil est un grand acteur. Bien sûr. Il a participé au rayonnement du cinéma français, et pas que en France aussi. Mais c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas traiter Daniel Auteuil en disant ce pot de yaourt est périmé, il vend pas assez. C'est votre collègue, là. Non, c'est pas votre collègue. C'est pas mon collègue qui relaye cette information-là comme ça. Il faut faire attention, vous êtes journaliste, donc il faut que vous ayez aussi, vous proposiez une vision d'ensemble. Et dans la manière que vous avez de poser des questions. Est-ce qu'il faut dans payer la manière que les vous avez de acteurs poser les questions là, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on est là à se défendre comme si on était des voleurs de poules qui dépensons l'argent public. Ce n'est pas le cas. Non. La presse, c'est de jeter des noms en pâture avec des chiffres qui sont souvent faux. C'est venu de la profession. Mais vous pouvez aussi... C'est vrai qu'ils relayés sont souvent faux. Vous les avez corrigés, c'est vrai. Pour Mesrine et qu'on dit qu'il a touché 2 millions... En fait, il a touché que 1, mais évidemment, c'est choquant de dire que 1, parce qu'évidemment, dans une période de crise, 1 million d'euros, c'est quand même énorme. Bon, ceci dit, c'est vrai que ces films rapportent de l'argent et que donc certaines stars peuvent toucher beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que là, on en a un petit peu marre d'entendre... Bien sûr. Il y a un procès systématique qui est fait. Je veux dire, vous aussi, vous êtes payé par l'argent public, me semble-t-il, parce que c'est le Sénat ici. Donc on est aussi en droit de vous demander, faites un peu mieux votre boulot. Ne prenez pas juste les 2-3 trucs qui vous plaisent parce qu'ils sont un peu sexy et nous les balancez comme ça. Vraiment, moi, je suis très très mal à l'aise. J'ai l'impression que de me défendre, je n'ai pas à me défendre. Ce système est un système. Elle vient quand même d'un producteur. Oui, C'est tout mais vous êtes obligé de la relayer. C'est relayé, il est dépassé par ce qu'il a dit. C'est un système qui est envié dans le monde entier. Oui. Moi, j'ai fait des festivals dans le monde entier. Je peux vous dire que les gens n'en reviennent pas qu'il y a un pays où on puisse faire un film muet. Non, mais donc il y a une remise en cause du système en prenant 3 trucs que vous allez chercher dans une tribune. Il n'y a pas qu'une tribune qui a été faite. Il y a eu des milliers de papiers qui ont été faits. Il y a beaucoup de conneries dans cette tribune. Et j'aime bien Vincent Martin. Vous avez répondu, effectivement, et tout d'un coup, j'ai même l'impression qu'on est même plus crédible parce qu'on a l'air de défendre notre butin ou notre gâteau. C'est ridicule. La manière dont le débat est posé n'est pas bonne du tout. Moi, maintenant, je vais revenir à votre question, mais la manière dont le débat est posé nous met dans une situation... Oui, c'est vrai que dans le box des accusés, exactement. Ça ne me va pas du tout, cette manière de... Maraval est revenu aussi à des propos beaucoup plus mesurés. Bon, voilà, tout le monde sait qu'il a connu quelques difficultés sur sa société et sur ses choix. Aujourd'hui, il en est marre. S'il y avait un succès, on n'en aurait pas parlé. Oui, il faut arrêter. On va donner le mot de la fin à Vincent Perret. Arrêtons juste de stigmatiser la réussite. Soyons fiers de la réussite dans le cinéma et en France, quand quelque chose marche, il faut qu'on en soit fier. Il faut arrêter de commencer à vouloir tout de suite diaboliser les gens qui réussissent. D'accord. On a rebondi sur les questions posées effectivement à la fois par les sénateurs cet après-midi qui vous ont écouté et puis par cette tribune qui disait beaucoup de noms, c'est vrai. Les sénateurs n'ont pas posé. J'ai suivi le débat. Alors si vous avez suivi le débat, les sénateurs dont c'est le métier de suivre le financement de la culture, etc., ne nous ont pas du tout fait ce procès. Ils vous ont écouté avec beaucoup d'attention. Mais ils ont posé des questions.
le système de diffusion et puis effectivement qui prive le On en cinéma a de beaucoup de ses discuté parce que dans cette profession, tout le monde parle et on essaie d'anticiper sur les problèmes qui vont venir. Ça veut pas dire on aime vos films, on aime tous les comédiens évidemment, mais on a posé l'angle économique. C'était un peu le sujet qui nous était soumis par ce débat. Il y a plusieurs manières de poser les questions et d'énoncer les débats qui sont plus ou moins bienveillantes, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, on a beaucoup d'admiration, de bienveillance pour tous les comédiens, on les aime et on va les voir au cinéma avec vos films et vos productions. Merci. On va parler maintenant d'un documentaire qui sera diffusé sur Public Sénat dans quelques jours. Ces personnages sont les ouvriers de Florange et notamment le responsable CFDT, Édouard Martin, qui est notre invité dans quelques instants. D'abord, quelques images justement de ce film, L'acier trempé, qui sera présenté donc sur Public Sénat, ce sera lundi soir, et c'est une réalisation de Tristan Thiel. Je commence ce film en janvier 2008. À force de renoncement et d'intrigue, un homme a réussi à acquérir un groupe industriel et les usines de ma région. Il devient leader mondial de l'acier. Lakshmi Mittal ferme l'usine de Gandrange. Un PDG liquide, un président livide, des hommes résistent, en vain. 4 ans plus tard, à Florange, juste à côté, des hommes se battent encore pour sauver leurs hauts fourneaux. Ce sont les derniers. Ces hommes s'opposent à Mittal. Ce film est le récit d'un combat, une tragédie avec ses héros, ses traîtres, ses fantômes. Bonsoir Édouard Martin. Bonsoir. On parle de héros dans ce documentaire. Vous avez l'impression d'en être devenu un dans ce conflit? Non, j'ai pas l'impression d'être un héros. Je pense que des salariés comme moi, on est malheureusement des milliers à travers la France. La particularité de Florange peut-être, c'est que Mittal a annoncé la fermeture des hauts-fourneaux en pleine campagne électorale et donc tous les candidats se sont crus obligés de venir nous serrer la main. Pas un héros mais un symbole en tous les cas. Peut-être un symbole d'une France qui s'ouvre, une France qui souffre, une France qui n'est pas écoutée, pas assez écoutée. La preuve, on le voit au quotidien, c'est plusieurs milliers de chômeurs qui sont aujourd'hui à la rue parce qu'il y a des stratégies financières qui aujourd'hui nous dépassent et dont les élus, aujourd'hui malheureusement, l'impression qu'ils nous donnent, c'est qu'ils n'ont pas vraiment envie, la farouche volonté de contraindre à faire autre chose. Est-ce que vous avez eu l'impression parfois d'être entraîné au-delà de votre lutte syndicale, dans une espèce de tourbillon politique et médiatique? Nous, notre combat reste toujours le vous même. Personnellement, parce qu'on vous a beaucoup vu à l'avant-scène. Par la force des choses, je veux dire, lorsque des candidats à la présidentielle, et notamment le président actuel est venu avec des dizaines, voire des centaines de caméras, de journalistes, forcément vous êtes mis en avant, même si vous ne le voulez pas. Je ne suis qu'un porte-parole d'un mouvement beaucoup plus... Vous dites aujourd'hui que François Hollande n'aurait peut-être pas dû venir? Moi je pense qu'ils doivent... Pas que lui, mais les élus, ou en tout cas les futurs candidats, doivent tirer les leçons de tout ça. Et effectivement, le débat de ce matin, c'est de dire est-ce que la médiatisation n'a pas fait que... Mais c'est pas nous qui l'avons choisi de médiatiser ce problème-là. Et ce qui est quand même terrible, c'est que ce soit des candidats, lorsqu'ils sont candidats, ils viennent nous serrer la main, parce que ça fait bien sur la photo, viennent faire naître des espoirs qui aujourd'hui sont complètement déchus. Et là, ça fait mal. Ça fait aujourd'hui, alors justement, soyons concrets, quel est l'avenir des salariés de Florange dans l'accord conclu entre le gouvernement et M. Mittal, cet accord que vous avez dénoncé? Écoutez, nous, on ne désespère pas de faire en sorte que cet accord, on puisse le bouger et faire en sorte de démontrer, argument économique à la clé, que cette usine n'a de sens que si elle reste une usine intégrée. Et donc, pour ça, il faut les hauts fourneaux. Et on compte beaucoup sur la perspicacité, si je puis dire, des gens qui nous gouvernent aujourd'hui pour reconnaître que c'est nous qui avons raison. Très bien. Donc vous gardez espoir? Bien sûr. Vous pensez qu'un jour ils vont reprendre, ils vont fonctionner à nouveau? C'est le sens de notre combat. La vraie question que nous souhaitons poser, et c'est le seul débat qui vaille, c'est voulons-nous encore d'une industrie en France? Est-ce que c'est un bien d'intérêt général? Pour nous, la réponse est évidemment oui. Quel est votre prochain rendez-vous avec ce conflit maintenant que l'accord doit se mettre en place, l'accord qui a été conclu avec M. Mittal? Écoutez, nous on ne désespère pas justement que des choses puissent bouger plutôt dans le bon sens. C'est pérenniser. Aujourd'hui, le délai qui nous est donné pour dire éventuellement ça pourrait redémarrer dans 6 ans, on n'y croit absolument pas. On espère en tout cas jouer sur ce délai et néanmoins, ce qui est très important, c'est qu'il y a 1500 salariés qui risquent d'être sur le carreau. Nous ne voulons que personne ne reste sur le bord de la route. Ça va être un combat, je veux dire, de tous les instants. Les moments de souffrance ont été majoritaires, bien sûr, dans tout ce que vous avez vécu. Mais vous avez partagé quelque chose avec vos compagnons de lutte?
On a qui vous a porté. On a partagé beaucoup de moments de souffrance, on a partagé aussi des bons souvenirs malgré tout. On a vu naître une véritable amitié. Je veux dire, aujourd'hui, on a quasiment des relations de familiales, et ça, personne ne pourra nous l'enlever. L'acier trompé, donc c'est un documentaire dans lequel, bien sûr, on vous retrouvera. Il sera diffusé sur Public Sénat lundi à 22h30. Merci de votre visite ce soir. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir.